Très bien, c'est parti. Bonjour à tous, chers collègues de France métropolitaine et des DOM-TOM. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au nom de l'équipe d'Orion Santé. Alors, je suis Emmanuel Nebois, formateur et concepteur chez Orion Santé et infirmier libéral encore en activité. Alors, pour le thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'exercice coordonné, nous avons fait appel à une de nos collègues, formatrice Orion Santé et infirmière libérale et experte dans ce domaine, à savoir Emmanuelle Vatinel. Alors, en effet, pourquoi se priver de l'ensemble de l'équipe de formateurs et formatrices d'Orion Santé, qui est un vivier de compétences et d'expertise? Particulièrement sur ce sujet, je dois avouer que les interrogations et les questions sont nombreuses et peuvent expliquer certaines réticences. Alors, je ne vais pas en dire plus, je te laisse te présenter, Emmanuelle. Bonjour tout le monde, donc je suis Emmanuelle Vatinel, je suis infirmière libérale à Hyères, je suis formatrice chez Orion Santé et je suis aussi vice-secrétaire de la CPTS de Hyères et des Îles d'Or. Voilà. Très bien, merci Emmanuelle. Très bien. Alors, avant de commencer, je tiens également à remercier Christine Fraisse, formatrice et coordinatrice de l'équipe de conception chez Orion Santé, qui va être la modératrice aujourd'hui de ce webinaire, qui fera le tri de toutes vos questions et qui prendra l'antenne, vous la verrez, et qui nous posera une sélection des questions les plus pertinentes en direct. Donc, bien, nous allons commencer. Alors, donc l'infirmière libérale et l'exercice coordonné. Programme de ce webinaire. Alors, nous allons tenter de définir ces fameux ESP, MSP et CPTS, ainsi que voir quels sont leurs nombres en France. Nous verrons quels sont leurs points communs, leurs différences, et puis bien sûr, essayer de comprendre comment et par qui sont-elles créées. Et puis, viendra le temps de ces fameuses questions redondantes. Qu'est-ce que cela va changer pour ma pratique professionnelle d'infirmier ou d'infirmière libérale? Vais-je être obligé de faire partie d'une CPTS ou d'une ESP? Et puis, finalement, alors le mot est peut-être un peu fort, mais n'est-ce pas l'annonce de la mort de l'exercice libéral? Alors, suite à ça, il y aura un temps, évidemment, de questions-réponses. Alors, commençons par les équipes de soins primaires, les ESP. Alors, Emmanuelle, je te laisse la parole. Très bien, écoute Manu, les équipes de soins primaires sont définies déjà par l'article 64 de la loi de modernisation de notre système de santé de 2016. Elles sont composées d'au moins un médecin généraliste avec d'autres professionnels de santé libéraux qui vont se regrouper autour d'une patientèle. La patientèle est partagée entre eux et il y a une problématique de soins primaires qui va ressortir. Les soins primaires, c'est le premier contact des individus avec notre système de santé. Les ESP peuvent être un centre de santé, une MSP ou une organisation beaucoup plus simple. Attends, donc les ESP peuvent être aussi… Ok, oui. Bon. Alors, passons justement aux la MSP pluriprofessionnels, les MSP. La MSP, du coup, c'est donc maison de santé pluriprofessionnelle, comme tu le dis bien. C'est un exercice coordonné aussi. Il y a au moins 2 médecins généralistes avec d'autres professionnels de santé libéraux qui souhaitent se coordonner autour de problématiques de patientèle, d'amélioration de parcours de soins. Ils vont construire un projet formalisé auprès de l'ARS et répondre à certaines des missions qui sont demandées par l'ARS, c'est-à-dire l'accès aux médecins traitants, garantir l'accès aux soins non programmés. Ils peuvent prétendre à un financement. Le financement, c'est fait par le FIR, donc le Fonds d'intervention régional.
Ils doivent avoir un système de santé, un système d'information partagé, pardon. Les professionnels de santé de la MSP peuvent se regrouper au sein d'un même local, ou alors s'ils ne sont pas au sein du même local, on parlera d'une MSP multisite. Attention, les MSP ne sont pas à confondre avec les pôles de santé. Les pôles de santé, ce sont des professionnels qui vont louer ou acheter un local dans une même structure, mais il n'y a pas de projet en commun. Aujourd'hui, il y a 1617 maisons en fonctionnement et 451 en état de projet. Donc ça, c'était les chiffres de 2020. Très bien. Alors là, tu viens de nous dire que une maison de santé pluriprofessionnelle est forcément une ESP, mais elle peut être multisite, c'est bien ça? Exactement. On n'a pas l'obligation d'avoir cette fameuse… Pas du tout. Après, c'est au niveau de l'organisation, ça peut être plus simple. Ça, après, c'est à voir avec les professionnels de santé. Très bien. Alors, à présent, les CPTS, Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. Donc, les CPTS, elles sont aussi à l'initiative des professionnels de santé libéraux. Il doit y avoir au moins 2 médecins généralistes pour débuter la CPTS et ils peuvent accepter tous les professionnels de santé libéraux qui sont volontaires et qui ont envie d'adhérer à ce projet, à ce très beau projet. C'est une organisation qui concerne un territoire et donc il n'y a pas de problématique de patientèle, mais bien des problématiques populationnelles. Le projet de la CPTS doit convenir au cahier des charges de l'ARS. Alors, ça paraît assez important comme ça, mais en fait, il faut répondre à 5 missions de l'ARS qui nous concernent aussi, c'est-à-dire l'accès aux soins, l'accès aux médecins traitants, l'accès aux soins non programmés, la qualité, l'amélioration des parcours de soins, la prévention. Ensuite, il y a l'amélioration des pratiques, de la qualité des pratiques professionnelles et enfin, l'attractivité du territoire. Le but de ces CPTS, c'est d'aider les professionnels de santé libéraux à se structurer, à se coordonner pour apporter des réponses de terrain à des problématiques de santé publique actuelles. Les CPTS, dès le début, vont fonctionner avec les établissements de santé publics, privés, les EHPAD, les établissements médico-sociaux, les plateformes territoriales d'appui, donc les PTA ou les MAIA, les mairies, les associations d'usagers ou les associations de patients, par exemple. Donc, cette notion de CPTS, ce dispositif a été amené par la loi de modernisation de la santé 2016, comme vous le voyez. Il est renforcé par le plan Ma Santé 2022, qui vise à décloisonner et réorganiser le système de soins. Le but est de mettre en place 1000 CPTS à l'horizon 2022. On y est presque. Au-delà du chiffre, il s'agit surtout d'avoir une CPTS sur l'ensemble du territoire, enfin, des CPTS sur l'ensemble du territoire, qu'il n'y ait pas de zone blanche, de zone où les professionnels se retrouveraient sans CPTS, sans réponse à leurs questions. Actuellement, il y a 641 CPTS à des niveaux différents de construction. À ce jour, enfin, il y a quelques mois en tout cas, 117 avaient contractualisé avec l'ARS par les ACI. Ok. Merci Emmanuel. Ça fait un peu poupée russe, ça. J'ai une question. La MSP est d'abord une ESP, mais du coup, pour être dans une CPTS, faut-il que je fasse partie d'une ESP ou d'une MSP? Alors, pas forcément. Sur certains territoires où se construisent des CPTS, il n'y a pas d'ESP ou de MSP déjà établis. Après, c'est possible de s'appuyer sur une ou des MSP ou ESP pour pouvoir faire une CPTS. Tout dépend du territoire et des professionnels. C'est très libre pour les professionnels de santé et ça, c'est une chance pour nous. Ok. Alors, je vois que l'objectif des 1000 CPTS d'ici à 2022, vu le chiffre, tu nous as dit à peu près, est bien parti. J'avoue que j'étais assez, pas sceptique, mais ce que je pense et j'observe, tu confirmes que cette crise du Covid qui a envahi nos vies professionnelles depuis 1 an et demi, à 10 heures, et à pérenniser, conforter les gens qui étaient organisés
en exercice coordonné, mais par rapport à l'émergence de nouvelles CPTS. Et oui, bien sûr, puisque du coup, la crise du Covid a montré que sur les territoires où étaient déjà mises en place des CPTS, l'entité professionnelle de santé que représente la CPTS, il y a une association et il y a une représentation des professionnels de santé, une fédération, et donc du coup, on a facilement pu mettre en place des centres de dépistage, des centres de vaccination. On va dire que ça a été beaucoup plus simple. Ça a vraiment lancé les CPTS, ça les a renforcés dans leur fonction en tout cas. Très bien, Emmanuel. Bon, on va tâcher de faire une petite synthèse maintenant, parce que si je ne me trompe pas, il y a quand même des points communs. J'ai entendu des choses. Donc, essaye de nous montrer de façon points communs et différences entre ces trois structures. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, c'est ce que j'ai pu en retirer pour faire un petit point rapide, puisque du coup, c'est quand même assez succinct cette présentation. Principalement, le point commun, c'est la volonté des professionnels de santé libéraux de communiquer, de se connaître, d'améliorer les échanges, de gagner un temps de travail, hein, ça c'est bon pour tout le monde, et surtout pour moi, valoriser les compétences métiers de chacun. Ensuite, il y a l'accompagnement par l'ARS principalement. Les ARS sont là pour nous guider, nous épauler, nous amener un petit peu à aboutir notre projet de la façon dont on veut le mener. Il y a un accompagnement aussi qui se fait par la CPAM et par des structures d'appui en fonction des projets. Le projet en lui-même peut être un point commun puisqu'il s'agit quand même de répondre aux besoins de santé des patients, de la population, mais aussi aux problématiques des professionnels. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et enfin, le système d'information partagée et sécurisé qui va éviter les déperditions d'informations, les redondances d'informations pour les patients. Ça, c'est important. Donc, la liste, comme je vous dis, n'est pas exhaustive. On peut aussi retrouver une absence de hiérarchie, par exemple, dans l'exercice coordonné. Quand tu parles de système d'information sécurisé, ça peut être, par exemple, un dossier de soins commun électronique au sein d'une équipe de soins. Exactement. L'exercice coordonné va porter le coût d'un dossier de soins informatisé commun à tous les professionnels de santé ou d'un chat comme un WhatsApp sécurisé, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas communiquer ni par SMS ni par WhatsApp avec les professionnels de santé libéraux. Aujourd'hui, il arrive des systèmes de chat instantanés sécurisés. OK. Une vraie nouvelle. Ouais. Alors, les différences. Alors, les différences, il y en a quand même quelques-unes. Principalement, le nombre de professionnels. Hein, on a vu, l'ESP, c'est une formule beaucoup plus, la plus simple, en fait. Il y a un médecin généraliste avec d'autres professionnels de santé libéraux. Dans la MSP, comme dans la CPTS, on retrouvera 2 médecins généralistes. Alors, c'est la base, c'est vraiment la condition sine qua non pour pouvoir monter le projet. Après, il peut y en avoir bien plus, hein, tous les volontaires sont les bienvenus. Dans la MSP, il y a les professionnels de santé qui partagent la patientèle avec les médecins généralistes, entre eux en fait. Et dans la CPTS, ce sont tous les autres professionnels, tous les professionnels de santé libéraux du territoire. Ensuite, on a en différence le statut juridique. Pour l'AMSP, on va préférer un montage en SISA. C'est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Il y aura besoin d'un avocat ou d'un juriste pour pouvoir la monter. C'est quelque chose qui se fait très facilement maintenant. Les statuts sont déjà préétablis. Pour la CPTS, on a un petit peu plus simple. La CPTS est portée par une association de loi 1901 pour permettre aux adhérents de pouvoir rentrer et sortir quand bon leur semble de la CPTS. Alors, tu vois, déjà pour moi, là, ça paraît un peu compliqué, mais tu m'as quand même rassuré parce que l'accompagnement est bien réel. Hein. ARS, oui, très important, bien sûr. Et se fait dès le début. Voilà, montage en... Enfin, moi, je suis infirmier libéral, je suis formateur, je ne suis pas forcément expert en montage de société. Et l'accompagnement, tu confirmes, est quelque chose de bien réel. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et il y a quelques autres différences, du coup, je vais te les dire de suite.
Le projet, même s'il est commun, puisqu'il y a une problématique de patientèle, au niveau de la complétude du dossier, c'est quand même assez différent entre l'ESP qui est assez simple et la CPTS, où on a un projet beaucoup plus abouti, enfin plus important en tout cas, pas abouti. Et le système d'information, pardon, et les financements, pardon, je me suis perdue. Les financements aussi sont différents puisque l'AMSP aura un fonds FIR, donc un fonds d'intervention régionale. Après la validation du projet de soins, la CPTS va contractualiser avec les ACI, accords conventionnels interprofessionnels. Ces ACI sont réglementés par décret. Ok, bien. Alors, les créations. Comment? Alors, la création, ça peut être assez long. Donc, je vais le faire en façon assez synthétique. Déjà, pour avoir une création, quel que soit le mode d'exercice coordonné, il faut qu'il y ait une émergence d'idées, il faut qu'il y ait une rencontre entre des professionnels de santé. Ils souhaitent mettre en commun leurs problématiques d'exercice au quotidien et ils souhaitent surtout apporter une solution pérenne en interprofessionnalité. À partir de ça, ils vont aller au contact de l'ARS pour voir si leur projet naissant est viable, s'il y a peut-être des personnes qui se sont déjà intéressées à ces problématiques et pour savoir dans quel type d'exercice coordonné pouvoir aller. Pour l'ESP, le projet est à minima. Il faut avoir une rédaction de projet en interprofessionnalité. Il va y avoir une validation du projet par l'ARS. Il n'y a pas de financement qui est prévu, mais il pourra y avoir une subvention qui est demandée. Pour la MSP, l'équipe projet est plus importante. Le projet va porter sur plusieurs parcours, éventuellement sur des missions de l'ARS. Il va y avoir la création de la CISA pour éviter le compérage et pouvoir partager les financements surtout. Les professionnels de santé, du coup, sont associés. Il n'y a pas de hiérarchie. Ensuite, il y a le choix du coordinateur, le choix du système d'information partagé, la rédaction du projet. On présente ce projet à l'ARS. Il y a une validation, du coup, une demande de subvention par le FIR et après la mise en place des actions. Donc, dans les deux cas, l'ARS est là pour valider de toute façon. Toujours. L'ARS est toujours là pour valider. Pour ce qui est de la CPTS, donc forcément, ça demande un petit peu plus de temps puisque il y aura plus de professionnels. Donc, on va déjà définir cette notion de territoire. Le territoire, ça peut être une communauté de communes, ça peut être une commune toute seule si elle est suffisamment grande, ou ça peut être un arrondissement ou plusieurs arrondissements d'une grande agglomération. Ça dépend de la logique territoriale de santé. Il y a 4 tailles possibles de territoire. La plus petite, la taille 1, c'est inférieur à 40 000 habitants. Et la taille la plus grande, c'est pour une CPTS qui va avoir plus de 150 000 habitants. Ensuite, il y a un rassemblement de tous les professionnels du territoire pour expliquer ce qu'est le projet, pour les fédérer. Il y a la rédaction d'une lettre d'intention, le passage en CCOPD, alors c'est un mot un petit peu, c'est la commission de coordination de l'offre de proximité départementale. À partir de cette validation, la CPTS est existante et il y aura l'obtention d'une enveloppe d'aide au démarrage qui dépend de la taille de la CPTS. Ça peut aller de 15 000 à 60 000 euros quand même. Ensuite, il va y avoir des groupes de travail pour pouvoir rédiger le projet de santé. Le projet de santé va être proposé à l'ARS et à la CPAM. Il va y avoir plusieurs dialogues qui vont se faire, notamment pour négocier et ventiler les enveloppes des ACI. Et puis ensuite, si ça convient à tout le monde, si le projet convient à tout le monde, il y a la contractualisation avec la signature des ACI entre la CPTS, l'ARS et la CPAM. Ensuite, la CPM a 6 mois pour mettre les actions en place. Jusque-là, il y a un suivi qui est fait de nouveau par l'ARS et par une structure d'appui. Oui. Bon, il y a un suivi ARS, une structure d'appui, parce que bon, ça n'a pas l'air, bon, ça a l'air un petit peu lourd, mais bon. Après, forcément, c'est un travail assez colossal, mais ça vaut vraiment le coup. Allez, les 3 grandes questions que l'on retrouve le plus souvent. Emmanuel, qu'est-ce que ça va changer pour ma vie professionnelle?
Eh ben, écoute, déjà une meilleure connaissance des professionnels de santé libéraux entre eux. Donc, du coup, une valorisation de mes compétences professionnelles, surtout un temps d'échange, un gain de temps au niveau de notre travail, un temps d'échange qui va être valorisé financièrement, ça c'est important. On n'est plus seul dans sa voiture. Et les temps d'échange qu'on a pour les parcours des patients, pour certains patients, vont pouvoir être valorisés financièrement pour les cas complexes. Il y a une amélioration des liens ville-hôpital qui est indéniable et un meilleur accès aux informations du patient. Ok. On se dépêche, le temps Oui. file. Alors, la grande question, vraiment la grande question, est-ce que c'est... Et non, Sera-t-on pas du obligé? tout. Non, non, pas du tout. On n'est pas obligé. Chacun est libre de venir dans l'exercice coordonné quand ça lui chante, quand c'est le moment pour lui. Par contre, il va être valorisé, l'exercice coordonné, puisque du coup, on a 100 € qui est donné chaque année à partir de 2021 dans les ROSP, donc anciennement aide à la télétransmission, c'est la rémunération sur objectif de santé publique. D'accord. Et on termine rapidement. Donc, l'exercice libéral, notre exercice est-il menacé? Absolument pas, puisque notre exercice ne change pas et l'exercice coordonné n'a pas vocation de salarier des professionnels de santé. Par contre, nous aurons une amélioration des conditions de travail indéniable et une évolution de nos compétences. On va avoir une valorisation financière de ce qu'on faisait avant, en fait, des actions qui se faisaient avant. Tout ce qu'on a fait bénévolement précédemment, on va pouvoir le mettre en avant et être rémunéré pour ça. D'accord. Voilà. Merci Emmanuel. Alors, est venu le temps des questions-réponses. On a des... Christine nous excusera. Alors, on va donner la parole à... Voilà. Bonjour Christine. Alors, bonjour à tous. Alors, très peu de questions, Emmanuel. Je pense que ta communication était suffisamment claire. Peu de questions. Une première question qui est de quel système de chat instantané sécurisé choisir? Est-ce que tu aurais plusieurs noms à nous communiquer? Alors, Didier nous dit PandaLab Pro. Tout à fait. PandaLab est reconnu comme une application sécurisée officielle par l'ARS. Il y a Monsisra aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, s'ouvre l'application Azure Réseau pour le PACA. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de mettre en commun et d'utiliser la même application pour tous les professionnels de santé. Et ça passe par une communication. Il faut impérativement utiliser les mêmes outils pour pas avoir 15 applications. Déjà qu'on a MS Santé, on aura le système d'information partagé sécurisé, le chat en commun. Il faut pouvoir communiquer pour savoir lequel adopter dans chaque région, dans chaque territoire. Oui, en fait, c'est un petit peu région dépendante, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Ok. J'ai une question de Laurence qui dit « J'ai entendu dire par notre ARS que les ESP allaient disparaître. Qu'en est-il » Alors, j'ai pas cette notion. Je ne vois pas pour quelle raison elle disparaîtrait, puisque c'est vrai qu'on peut dire quand même que les CPTS, pour celles qui sont de taille 4, avec une population de 150 000 personnes sous leur coupe au minimum, je pense que c'est quand même important de garder les ESP et les MSP pour avoir des réponses un petit peu plus locales. Mais bon, ça ne tient qu'à moi, en fait. Non, j'ai pas cette notion-là et pourtant, je suis régulièrement en contact avec l'ARS. Ok. Une autre question, comment ça se passe la rémunération des professionnels ? Alors, la rémunération des professionnels, je vais vous parler juste de mon expérience. On a, pour remonter le projet, fait des réunions interprofessionnelles. À chaque réunion, on fait un émargement. On a contractualisé, on a défini dans notre bureau que la réunion serait rémunérée à hauteur de 50 €. Donc, les professionnels qui assistent à une réunion auront 50 € à la fin de l'année et ceux qui ont 5 réunions auront 250 € à la fin de l'année. C'est ce qui a été fait chez nous en 2020. Ensuite, c'est en fonction des missions. Au plus on s'imprègne, au plus on s'implique dans la CPTS, au plus on va répondre aux missions et donner les résultats des missions, au plus on sera rémunéré. C'est une enveloppe qui est définie dès le début de l'action.
Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Alors, j'ai une question, mais tu y as partiellement répondu. Est-on obligé d'adhérer à la CISA pour intégrer une MSP? Alors, pour la CISA, effectivement, c'est une société, c'est peut-être un petit peu plus difficile de rentrer et de sortir. Je pense qu'il est quand même très important d'avoir en commun une partie de la patientèle avec les médecins, avec les autres professionnels de la MSP. Et ça dépendra des statuts qui ont été rédigés. Ça, c'est possible de demander à lire les statuts de la CISA et à proposer de rentrer s'il y a un intérêt professionnel pour rentrer dans la CISA, bien sûr. Les statuts associatifs ou des sociétés sont modifiables. Alors, la CISA un peu plus difficilement, mais c'est faisable. Ok, on a Michael qui dit « Je suis dans un quartier où il y a peu de médecins enclins à s'inscrire dans ce type de projet. » Eh bien, effectivement, c'est vrai que sur un quartier, il peut y avoir peu de personnes. Après, ben, c'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup de réseautage. Il faut essayer de montrer un petit peu l'intérêt. L'intérêt, c'est de se connaître, et ça, tous les professionnels seront d'accord, autant les médecins, les généralistes, les spécialistes, les pharmaciens, les kinés, les infirmières. Voilà, se connaître pour gagner du temps, parce qu'il y a quand même beaucoup de redondance dans nos actions, et comme on ne se connaît pas suffisamment, on perd beaucoup de temps. Et déjà, sur cette notion de temps, sans avoir même monté le projet, on y gagne beaucoup. Alors, il faut voilà, les contacter, leur donner un peu plus d'informations. Je pense que ces autres professionnels ont des informations aussi du même type, ont des formations de ce type. Est-ce que tu peux donner, s'il te plaît, Emmanuel, quelques exemples de missions? Alors, la mission pour avoir l'accès aux médecins traitants, je parle pour la CPTS, du coup, de façon assez large. Pour avoir l'accès aux médecins traitants, c'est de garantir un accès aux médecins traitants à un patient qui n'en a pas, surtout les personnes âgées, surtout les personnes avec une affection de longue durée. Il y a les soins non programmés aussi, donc c'est les soins dont il faut répondre dans les 24 heures. Proposer une organisation pour répondre aux soins non programmés, principalement médicaux bien sûr, mais pourquoi pas des soins non programmés infirmiers. Donc on peut faire des gardes, on peut avoir un agenda partagé. Ensuite, ce qui est attendu dans les parcours, c'est beaucoup, je pense sur tous les territoires, ça va se retrouver, le parcours pour les personnes âgées, valoriser le parcours des personnes âgées, c'est-à-dire se connaître, savoir qui fait quoi et se coordonner, donc permettre avec le système d'information de se renvoyer les informations pour gagner du temps et être vraiment plus efficient dans la prise en charge. Après, on peut valoriser l'éducation thérapeutique, la prévention, la vaccination. Voilà, il y a vraiment un large choix possible. Est-ce qu'une infirmière libérale remplaçante a autant de pouvoir qu'une titulaire? Est-ce qu'elle peut aussi intégrer ce type d'organisation de coordination? Alors tout à fait, dans les CPTS, les infirmières remplaçantes, les praticiens remplaçants peuvent être adhérents. Après, comme je vous disais, c'est un petit peu la difficulté des statuts. Ça peut être noté dans les statuts. Les remplaçants peuvent être enlevés des statuts. Logiquement, voilà, ils font partie des professionnels sur le territoire, donc ils font vraiment partie de l'exercice coordonné et ils n'ont pas d'obligation d'avoir leur titulaire adhérent pour pouvoir y adhérer. Ils peuvent le faire de façon individuelle. C'est une adhésion individuelle. Alors, comment savoir s'il y a des projets en cours dans ma commune ou mon secteur? Alors, principalement, il faut appeler ou se communiquer avec l'ARS, puisque c'est eux qui vont avoir toutes les informations sur les projets. Vous pouvez aussi demander à vos URPS, infirmières, qui sont en lien avec l'ARS. Sinon, sur le site Internet, il y a des fédérations de CPTS, il y a des fédérations de maisons de santé avec la FEMAS, par exemple, et la fédération des CPTS sur Internet. Mais le plus simple, c'est vraiment de contacter l'ARS.
Bien. Et juste une dernière question. Puis-je adhérer à une CPTS si mes collègues ne veulent pas en faire partie? Est-ce que de manière individuelle, même si je travaille en groupe, je peux adhérer en fait? Tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment quelque chose qui se fait de façon individuelle. Oui, oui, chacun est libre d'y aller. Alors, merci Emmanuel et Christine. Hélas, je regarde le temps et le temps est écoulé à présent. Alors, ces 20 minutes, c'était vraiment un. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas vous pouvez valider évidemment votre DPC auprès de chez Orion Santé avec cette formation, appui à la construction de projets d'exercice coordonnés ESP. Alors, Emmanuel, oui. Je rajouterais que c'est une formation qui est proposée en interprofessionnalité. Donc, vous pouvez inviter vos collègues kinés, pharmaciens, médecins. Ouais. Et vous aurez peut-être la grande joie de rencontrer Emmanuel en vrai, entre autres. Bien. Eh bien, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage pour votre travail et à tout bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.